Bonjour à tous, je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui et de modérer donc, ce panel sur la construction romanesque et le contre-discours historique. Un panel un petit peu allégé, donc... on entend... D'accord, on entend mieux que ça. Donc un panel qui nous emmène vers d'autres contrées romanesques, en tout cas qui nous fait sortir de la métropole, enfin même du romanesque européen. Je vais d'abord donner la parole à Florian Alix, qui est maître de conférence à la faculté des lettres de Sorbonne Université, donc rattaché au STIEF et au SELF, et qui est l'auteur d'une thèse sur l'essai postcolonial. Alors, il a travaillé déjà dans plusieurs de ses articles sur les littératures subsahariennes, à côté des littératures maghrébines et antillaises, donc, qui implique une réflexion sur Édouard Glissant, Daniela Ferrière, Abdelkébir Katibi, Mongo Betty, etc. Et il est membre du collectif Right Back, et il a co-dirigé l'ouvrage Postcolonial Studies, Mode d'emploi, qui est paru en 2013. Donc, il nous parle aujourd'hui du romanesque, des rapports entre le romanesque et l'histoire dans la littérature francophone subsaharienne contemporaine. Merci beaucoup. Alors, je commence par remercier les organisateurs et trisseurs du colloque de me donner la possibilité de présenter ici ce travail, qui est un travail, en réalité, je m'en suis rendu compte en le préparant, qui demanderait bien des prolongements. Et là, je vais être un peu tenu pour respecter les 20 minutes, enfin essayer de respecter les 20 minutes, à un survol. Et je vous prie d'ores et déjà de m'en excuser. Alors pour commencer, j'aimerais revenir à ce qui était présent dans l'appel à contribution et ce qui a été rappelé par un certain nombre d'intervenants. Donc ce constat depuis les années 80, la littérature française redevient transitive, après l'avoir été sans doute dans un premier temps, au XXe siècle, et après une période où les avant-gardes se sont tournées vers davantage de réflexivité qui serait emblématisée par le mouvement du nouveau roman. Et cette réflexivité, d'abord ce retour à la transitivité se déploierait, et c'est comme ça que l'analyse Dominique Viard et Bruno Versier dans la littérature française au présent, sous trois versants, écriture du monde, écriture de soi et écriture de l'histoire. Et donc ce qui m'intéressera, c'est surtout la dimension de l'écriture de l'histoire, comment est-ce qu'on peut voir ça reconfiguré dans les littératures subsahariennes contemporaines. Et sur la question de la réflexivité, sur laquelle je vais m'arrêter un instant, Dominique Viard la voit aussi à l'œuvre dans la littérature contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée que la littérature contemporaine, depuis les années 80, n'est pas en rupture et ne se construit pas en rupture par rapport aux avant-gardes précédentes, mais intègre un certain nombre de choses. Et il le voit sous deux formes qui, je pense, ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. D'une part, ce qu'il appelle les fictions critiques, qui font certes ce retour au sujet, au monde et à l'histoire, mais dans un geste qui ne pose pas de vérité, mais qui interroge toute réalité, et qui interroge la manière dont elle trouve sa formulation ou sa représentation, aussi bien en littérature que dans les sciences humaines. Et d'autre part, autre manière d'être de cette réflexivité, ce serait ce qui est appelé un goût pour le romanesque, qui prend la forme d'un jeu avec les formes littéraires, ou cinématographiques, ou musicales. Un certain nombre de contributeurs l'ont montré pour le corpus français. Alors maintenant, si on se tourne vers la littérature subsaharienne, on a au contraire un discours qui aurait tendance à y voir un espèce de maintien de la question de l'histoire. L'histoire aurait été constamment présente, voire constamment une injonction pour les romanciers subsahariens, qu'ils soient pris dans le mouvement des décolonisations ou dans les vicissitudes des sociétés post-indépendance. Le romancier serait, dans ces contextes, toujours embarqué, devrait toujours tenir compte de l'histoire et toujours en rendre compte. Et donc tenu à une littérature qui aurait quelque chose qui serait de l'ordre du réalisme. Et ce ne serait finalement qu'aujourd'hui que de nouvelles exigences se feraient sentir, comme en témoignerait par exemple la posture d'un Alain Abankou, mais on pourrait faire le même type de remarques pour Cossy et Fruit par exemple, qui souhaite être perçu d'abord comme un écrivain tout court, et qui va au contraire mettre en œuvre une forme de réflexivité, alors qui ne serait pas la réflexivité du nouveau roman, mais qui serait une réflexivité sans doute plus ludique, mais où il s'agirait d'abord de faire que la littérature renvoie à la littérature. Alors tout ça, cette espèce de doxa critique est
n'est pas forcément fausse, mais mériterait nuance. Et elle me semble présenter l'écueil de montrer une histoire littéraire subsaharienne qui serait un peu en retard. C'est-à-dire finalement, on arriverait à l'ère du soupçon seulement dans les années 90, voire dans les années 2000. Et ça me semble poser un certain nombre de problèmes. Donc je propose de reconfigurer un peu ces époques à grands traits, de manière un peu schématique, en distinguant d'une part un moment qui serait le moment de ce que j'appelle l'engagement anticolonial, dont Mongo Betty serait l'un des représentants, notamment parce qu'il l'a théorisé dans la polémique qu'il a opposée à Kamralai, donc où il retrouve, donc je ne vais pas m'apesantir sur cet aspect, où il retrouve beaucoup des perspectives de Sartre, sans forcément se référer à Sartre, il tombe sur des idées assez similaires. Et après, à partir des années 70, voire un petit peu avant, on a eu tendance à considérer qu'il y a un renouvellement thématique, mais un certain nombre de critiques situent ce renouvellement sur le plan thématique. Donc on passerait à un roman des désillusions après les indépendances. Donc l'histoire serait toujours présente, mais sous la forme de désillusions, on aurait toujours une littérature qui resterait représentationnelle, majoritairement, sous ce signe de la désillusion. Donc il y aurait juste un changement de perspective. Or, il me semble, et il y a d'autres critiques qui ont pu le noter, par exemple Georges Engal ou Mamadou Khalidou Dia. Mamadou Khalidou Dia dit qu'il y a dans ces littératures, à partir des années 70, une narration de la violence qui coïncide avec une violence de la forme, qui consiste en, je cite, un travail de désagrégement des formes du roman. Donc il y a vraiment une forme de réflexivité qui est mise à l'œuvre dès les années 70. Et dès un petit peu avant, je vais prendre donc deux exemples assez rapides, que je vais survoler là aussi. Deux romans parus en 1968 et qui sont devenus des classiques et qui sont toujours considérés comme ouvrant à cette ère des désillusions. Cette ère des désillusions est aussi une ère de déstructuration de la forme romanesque et de travail de réflexivité de la forme romanesque. Donc, premier exemple, c'est Les Soleils des Indépendances d'Amadou Kourouma, qui ouvre, c'est noté dans le titre, un regard ironique sur cette période des indépendances. Mais en réalité, Les Soleils des Indépendances, dans le titre même, qu'est-ce que c'est? C'est souvent ce qui a été relevé du roman. Ça nous paraît un titre très poétique en français, mais c'est en réalité le calque d'une expression extrêmement idiomatique, une traduction mot à mot d'une expression extrêmement idiomatique en malinké, la langue maternelle pour aller vite de Kourouma, qui signifie l'époque des indépendances. Donc il y a un jeu qui est constant dans le roman d'hétérolinguisme. Et donc, en réalité, le travail de Kourouma sur la forme romanesque est bien un travail sur la langue du roman, sur le style, et ce travail sur la langue s'accompagne d'un travail sur les formes romanesques et sur une manière d'investir d'autres genres littéraires ou de reprendre le roman de manière... en réfléchissant sur la forme même et sur la manière de raconter cette histoire. Autre exemple, c'est Le devoir de violence de Yambo Wologwem, dont les critiques montrent aujourd'hui la complexité narrative. Anthony Mangeon, par exemple, y voit à l'œuvre, je cite, une stratégie qui consiste à rétablir un décalage entre les énoncés et les faits, et on retrouverait bien là cette dimension de réflexivité et donc de creusement du langage par rapport au réel. En d'autres termes, l'ère du soupçon prend chez Wologwem la forme d'un ludisme très acide et acerbe qui se tourne autant vers les institutions que vers les discours qui les portent. A l'inverse, bien sûr, le roman subsaharien contemporain ne se détourne pas tant que ça de l'histoire au profit de ce qui serait un travail intransitif sur la forme romanesque. En témoignent les productions récentes de Mabankou, donc je passe sur la manière dont il considère les littératures et dont ça apparaît dans ses différents essais, notamment dans sa leçon au Collège de France, qui est en fait une histoire littéraire qui postule l'idée qu'il y a un lien entre histoire et littérature. Et même si lui veut se détacher d'un rapport à l'histoire et à la société, il s'y inclut malgré tout, de fait. Et on pourrait mentionner aussi le dernier roman qu'il a fait paraître, Les Cigognes sont immortelles, qui revient sur le règne du président congolais Mariane Gouabi à travers un récit d'enfance structuré autour de l'assassinat du dirigeant. Donc, je reparlerai de ce roman dans la suite. Donc, ce que je vais essayer de voir, c'est sur cette nouvelle période que j'appelle romanesque critique. Le romanesque critique, je le vois comme une tendance actuelle du roman. Donc, j'ai choisi un corpus, donc il y a énormément de choses à dire, de critiques à adresser au corpus tel que je l'ai constitué, qui est tout à fait, qui est pas absolument pas satisfaisant tel quel, mais voilà, je passe. Puis vous m'adressez les critiques parce que si c'est moi.
Donc je choisis de faire un corpus assez large, parce que j'ai une dizaine de titres, parce il importe pour moi de voir que c'est vraiment une tendance qui traverse une période et qui concerne aussi bien des écrivains très reconnus, donc qui sont devenus des classiques, des auteurs classiques de la littérature subsaharienne, comme Henri Lopez ou Tianmo Monienembo, qui concerne aussi des écrivains qui sont des écrivains installés dans le champ littéraire, qui ont obtenu une réelle reconnaissance, mais qui sont d'une génération plus jeune, comme Nganang ou Alama Bankou, et qui concerne aussi, bien sûr, les nouveaux entrants, hein, comme Emle Boom, Gauze, Max Lobé ou David Diop. Je vais analyser ce corpus, après ce préambule un peu long, en 2 temps. Donc d'abord voir comment se développe effectivement une forme de romanesque, mais une forme de romanesque qui est minée, donc ce pourquoi j'intitule ça romanesque critique, et après j'essaierai de voir les conséquences de la construction de ce romanesque sur la construction des personnages, et donc sur la manière de poser des sujets, hein, donc de passer du versant rapport à l'histoire au versant rapport au sujet. Donc dans un premier temps, en quoi est-ce qu'on a du romanesque effectivement dans ces romans? Donc je vais reprendre, sans la citer, parce que ça a déjà été fait plusieurs fois, la définition de Schaeffer, en reprenant 2 traits, donc la densité événementielle des intrigues d'une part, et l'importance des affects dans le déroulement des intrigues d'autre part. Les romans de ce corpus, donc ils sont tous des romans qui reviennent à une période historique qui concerne alors, majoritairement l'époque de la colonisation ou l'époque de la première post-indépendance, on va dire. On a dans tous ces romans des textes qui concernent et qui mettent en scène des formes de violence historique, que ces violences historiques soient des formes de répression post-coloniale, hein, donc je ne reviens pas sur le roman de Mabankou, on retrouve quelque chose de cet ordre-là dans le roman d'Henri Lopez que je cite, Le Méridional, hein, où Lopez revient sur, au Congo, la politique de répression menée après l'arrivée au pouvoir de Denis Sassou Nguesso. On a dans ces romans aussi une très forte représentation de la figure du tirailleur, et donc d'un rapport à la guerre, donc que ce soit la Première Guerre mondiale avec Frères d'âmes de David Diop, ou la Deuxième Guerre mondiale avec Le terroriste noir de Monenembo, ou La saison des prunes de Nganang. Et représenter aussi les guerres d'indépendance en Afrique subsaharienne, enfin plus exactement la guerre d'indépendance du Cameroun à travers Les maquisards d'Emle Boom ou Confidence de Max Lobé. Alors je n'oublie pas entièrement Gauze, le roman de Gauze, Camarade Papa, reposant sur 2 lignes d'intrigue, une ligne d'intrigue où on suit le regard d'un jeune enfant qui est amené à rentrer au pays suite à la mort de sa mère, qui donc redécouvre un pays qu'il ne connaît pas. Et l'autre ligne d'intrigue met en scène Dabilly, un officier français au moment de la conquête coloniale en Afrique. Donc on le voit, on a à chaque fois une violence politique qui est dans tous les romans mise en scène par les romanciers autour d'enjeux de vie et de mort pour les personnages principaux ou personnages narrateurs, et qui joue aussi d'une forme d'investissement affectif, à la fois du lecteur mais aussi des autres personnages, par rapport à ce qui va arriver à ces personnages. Donc il y a bien un jeu, et ce jeu est constitué en vue de créer une tension narrative autour de ces éléments. Mais ce romanesque la tension est sans cesse contrebalancée par différents procédés. Je vais en mettre 2 principaux en avant. Tout d'abord, le romanesque dont on vient de parler porte sur l'intrication de l'historique et du fictionnel, et de la manière dont le fictionnel permet de dramatiser l'historique, de dramatiser ce qui est raconté. Mais les romanciers peuvent aussi jouer d'un excès du romanesque, en ce sens qu'on peut avoir des intrigues où finalement ça va être d'autres enjeux que les enjeux historiques qui vont prendre le pas sur l'enjeu historique. C'est très nettement le cas dans Les maquisards d'Emle Boom, où le conflit entre Français et indépendantistes camerounais sert plutôt de révélateur, voire de toile de fond, à des relations d'amour et de haine entre les personnages. Alors certes, ce sont des personnages français et africains, donc il s'agit quand même de jouer cette relation de tension franco-africaine, mais ça passe beaucoup plus finalement dans le roman d'Emle Boom, dans les relations entre les personnages, que dans la question historique. On peut retrouver ça aussi dans des motivations différentes des personnages. Par exemple, dans Frères d'âme, le personnage narrateur, personnage principal, après la mort de son frère ami,
va développer un excès de violence qui, dans un premier temps, va tout à fait dans la logique guerrière qui est la sienne, mais qui devient tellement excessif qu'il finit par être écarté de la logique guerrière. Et finalement, ce qui importe au lecteur et ce qui importe au personnage, c'est moins la Première Guerre mondiale ou la place des tirailleurs dans la Première Guerre mondiale, et beaucoup plus cette relation qui l'unissait avec ce frère ami. On retrouverait exactement la même chose dans La Saison des Prunes, où finalement les raisons de l'engagement des différents personnages est assez secondaire par rapport à leur engagement affectif qui apparaît comme principal. Dans le méridional, ce jeu apparaît assez dans le méridional, la dimension historique apparaît assez tardivement dans le roman, c'est-à-dire seulement dans la deuxième partie qu'on a un récit effectivement de la politique congolaise. Dans toute la première partie, le personnage du narrateur rencontre un personnage mystérieux qui est surnommé le méridional et qui pendant longtemps n'a pas de nom. Et c'est seulement donc il enquête sur ce personnage, et il cherche à découvrir ses secrets. Donc le romanesque ici se construit justement dans un romanesque de l'enquête autour d'un personnage mystérieux et fascinant, et c'est seulement dans la deuxième partie où apparaît un romanesque historique autour de la situation politique au Congo. L'autre procédé que je serais tenté de mettre en avant, c'est le procédé qui réside dans le jeu de distance ironique ou polyphonique, qu'on peut voir à l'œuvre dans les romans de Gauze et d'Alain Mambankou, où finalement l'enjeu historique est assez secondaire par rapport aux enjeux de voix, et notamment qui reposent dans les deux romans sur la mise en scène de la voix de l'enfant. Finalement, la voix de l'enfant finit par, et la vie de l'enfant finit par prendre le pas sur les éléments véritablement historiques. Par exemple, chez Mabankou, je vais prendre que cet exemple, le narrateur regarde les événements avec les yeux de l'enfant, et lorsqu'il s'agit de raconter l'attaque putschiste contre Marianne Gouabi, il va le faire en la racontant comme s'il s'agissait d'une scène des films de kung-fu dont il est très friand. Et donc il y a évidemment un décalage qui est créé, et une manière de mettre à distance cette dimension historique, mais aussi de mettre à distance ce romanesque sérieux, le romanesque de l'histoire, par une autre forme de romanesque, le spectacle du film populaire, du cinéma populaire. Dans le terroriste noir ou Confidence de Max Lobé, ça va jouer par la mise en scène d'un personnage de narrateur second pour le roman de Max Lobé, ou de narrateur principal pour le roman de Tierno Monenembo, qui va être très caractérisé par sa parlure. Dans le roman de Max Lobé, il y a un narrateur premier, et lui est raconté l'histoire de la guerre d'indépendance camerounaise à travers il y a un personnage de narratrice seconde qui a vécu les événements, et qui est un personnage qui est construit comme très haut en couleur, à la fois par sa parlure, qui va être très oralisée, et aussi dans la caractérisation du personnage. Le personnage n'arrête pas de scander son récit parce qu'elle demande du vin de palme. Elle n'arrête pas de vouloir boire du vin de palme. Donc évidemment, on comprend que le personnage devient de plus en plus ivre, quoiqu'elle tient quand même bien le vin de palme, même à la guerre. Mais évidemment, c'est quelque chose qui vient former contraste entre ces dimensions humoristiques du personnage et le caractère atroce des événements qui sont racontés et qui deviennent de plus en plus atroces au fil du roman. Même chose, c'est le Tierno Monenembo, avec un jeu de renversement, puisque dans Le terroriste noir, tout est raconté par Germaine, qui est une fille de paysanne de Lorraine et qui a assisté aux événements. Et il y a un jeu de renversement de la part de Monenembo, puisque un certain roman africain subsaharien s'est constitué autour de transcription littéraire de l'oralité africaine, et là en réalité il inverse les choses, parce que l'oralité est du côté de la culture française. Alors maintenant j'arrive à mon dernier point, qui sera assez rapide, rassurez-vous, sur la manière dont ça joue sur la construction des personnages, et j'aimerais travailler ce point à travers la question des points de vue et des voix, en m'appuyant sur une idée qui est développée par Frédéric Martin-Achard, qui explique que le traitement des questions sociales dans le roman français contemporain, puisque c'est l'objet de Frédéric Martin-Achard, se caractérisait par un renoncement à une appréhension totale au profit d'une subjectivité multiple, s'incarnant dans un travail sur la polyphonie, et qui passe par une recomposition romanesque du collectif, qui ne peut plus être pris en charge comme une unité, à travers une multiplicité de voix, et j'ajouterais, et de points de vue, pour que ça colle avec mon corpus, où la question de la voix n'est pas toujours centrale. Notamment dans les maquisards d'Emily Boom, le narrateur, ou la narratrice, on ne sait pas, est hétérodiégétique, et donc ce qui joue, c'est la multiplicité des points de vue, qui correspond à une fragmentation temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des allées-venues dans la temporalité des éléments,
auquel correspond une multiplicité des points de vue, donc une manière de recomposer un collectif à travers ces éléments. Dans la saison des prunes, on a aussi un narrateur qui semble hétérodégétique, enfin, c'est un peu plus compliqué, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail ici. Et ce qui passe par le fait ici que le narrateur va très fréquemment proposer plusieurs versions selon les groupes, justement. Donc il y a le groupe des soldats, et puis dans ce groupe des soldats, face à un événement, face à un fait d'armes, les soldats camerounais ils vont avoir une version, les soldats tchadiens ils vont avoir une autre version, et les soldats français ils vont avoir une autre version. Et le narrateur ne choisit pas de version, il présente les trois en laissant au lecteur, de manière bien sûr ironique, le choix de la version la plus intéressante. Et les trois versions, bien sûr, sont plus ou moins plus ou moins rationaliste. Et donc il y a un jeu de la part de Nganang sur cet aspect-là. Dans le cas, et là on va passer vraiment à la question de la voix, dans le cas du terroriste noir ou du roman Les cigognes sont éternelles, on a à chaque fois la construction d'une situation d'interlocution, mais cette fois on a une interlocution qui est marquée. Il y a un narrateur qui s'adresse à un lecteur, ou qui s'adresse à un personnage. Dans le terroriste noir, l'interlocuteur est construit comme personnage. On comprend que Germaine, la narratrice, s'adresse à un descendant du personnage principal qui est venu en France pour des honneurs rendus à son aïeul de manière particulière. Dans Alain Mabankou, la figure du narrateur apparaît aussi comme participant d'un groupe, et à chaque fois c'est un groupe complexe, parce que dans le terrorisme noir, c'est un groupe franco-africain, mais dans les cigognes sont immortelles aussi, finalement, puisque le narrateur s'adresse au lecteur en anticipant ses réactions, notamment toute une formule récurrente dans le roman. Mais sinon, dès qu'il s'agit de parler de sexualité, mais je ne vais pas dire ça, parce que sinon on va dire que moi, Michel, toujours j'exagère. Et cette manière d'anticiper, c'est aussi une manière d'anticiper sur des attentes d'un lectorat, et d'un lectorat qui est plus large que simplement des membres de son groupe. Dans d'autres romans, on a un jeu de dialogue qui est mis en place, puisqu'on a une trame narrative qui va être scindée en deux voix. C'est le cas dans Confidence, où là on a quelque chose d'assez classique. On a un narrateur premier avec un narrateur second, donc on a un phénomène d'enchâssement narratif, mais qui repose sur une interlocution, parce qu'il y a bien la volonté d'une transmission. Maliga veut transmettre quelque chose au narrateur premier, transmission historique. Et dans Camarade Papa de Gauze, on a aussi un jeu, alors cette fois-ci qui est moins dans la transmission, où il y a une dimension plus large qui est laissée au lecteur, mais il s'agit cette fois, dans le roman de Gauze, de construire un imaginaire franco-africain, puisqu'on a une voix qui est la voix de l'histoire en plus, la voix du passé, qui est celle de l'officier français, alors que la voix de la post-indépendance est la voix de l'enfant africain, mais qui ne connaît pas le pays où elle se retrouvait. Donc il y a une espèce de jeu de renversement des points de vue. Un autre procédé serait la cession de parole, qu'on peut voir de deux manières différentes. Dans le méridional, je vais passer un peu vite parce que je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, on a un premier narrateur qui fait une enquête sur un autre personnage. L'autre personnage finit par lui raconter son histoire et il va rapporter cette histoire. Donc il y a un jeu de cession de parole parce que le narrateur finit par épouser, mais dans un discours indirect, voire indirect libre, la parole du personnage sur lequel il enquêtait. Le procédé de la cession de parole est encore plus spectaculaire dans Frères d'âme de David Diop, puisqu'à la fin du roman, désolé si vous ne l'avez pas lu, le frère ami mort finit par prendre la voix du narrateur principal. Une espèce de substitution, et c'est finalement lui qui semble ressurgir dans la voix et dans le corps, parce que c'est un moment particulier du roman, mais je ne vous dis pas tout quand même, et dans le corps du narrateur principal. Pour conclure, le romanesque critique repose sur le foisonnement des focales et des voix qui nourrissent la matière narrative en l'articulant très nettement à des affects et dans le même temps qui met les événements en perspective. Dans ce double travail s'opère une réarticulation du singulier et du collectif. Le roman n'est plus engagé au nom d'une cause ou d'un groupe social unique. Il n'est pas non plus une manière de défaire tout groupe à travers un travail de réflexivité très critique et corrosif sur les discours sociaux, comme c'était le cas dans le soupçon postcolonial, ce que j'ai appelé le soupçon postcolonial. Au contraire, il construit un groupe problématique et polémique par le biais de la fiction et du romanesque. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour ces perspectives sur le roman francophone subsaharien. Je vais maintenant laisser la parole
à Julia Pfeiffer, qui fait sa thèse de littérature entre Montréal et Constance, où elle enseigne aussi, et une thèse qui porte sur l'œuvre de Scholastic Mukasonga, dont elle va nous parler aujourd'hui, et plus exactement sur la construction d'une mémoire dans l'œuvre de cet auteur, qui est indissociable d'ailleurs d'un travail sur la posture de l'auteur elle-même, notamment dans ses manifestations sur la toile, sur Internet. Ça marche ? Et donc elle nous parle aujourd'hui de l'épisodique comme principe mimétique de l'écriture de Scholastic Mukasonga. Merci beaucoup pour l'introduction et merci pour l'invitation et la possibilité de pouvoir discuter avec vous et présenter mes idées sur son œuvre. Merci. Alors, l'auteure rwandaise, est-ce qu'on m'entend bien ? Comme ça ? Comme ça ? Ok. Alors, l'auteure rwandaise Scholastic Mukasonga, née en 1956, grandit dans un moment où son pays natal connaît beaucoup de changements. L'indépendance en 1962 s'accompagne de la soi-disant révolution sociale qui a comme résultat le renversement de la structure de la société. Jusqu'à ce moment-là, la société rwandaise est marquée par l'État colonial qui n'a pas seulement transformé les désignations Hutu et Tutsi en catégories de race, mais qui a basé l'administration coloniale sur les Tutsis en les faisant l'élite indigène. L'auto-perception des Hutus comme majorité opprimée par cette élite Tutsi se politise dans les années 1950, ce qui mène finalement à la révolution sociale. Sans vouloir entrer dans la complexité des relations entre les différents acteurs, à savoir les élites cultivées et formées des Hutus, des Tutsis, le colonisateur belge, mais aussi d'autres pays européens, il me semble important de souligner que l'enfance de Mukasonga au Rwanda est marquée par la discrimination rigide de la population Tutsi. À part le danger de mort omniprésent, c'est surtout l'exclusion des Tutsis de la société dont souffre Mukasonga et sa famille. Tout de même, elle a la chance d'obtenir une certaine formation scolaire, ce qui lui permet de commencer une formation d'assistante sociale dans la suite. Cependant, ce privilège provoque l'obligation de fuir le pays en 1973, après le coup d'État par le militaire sous le commandement du futur président Juvenal Habyarimana. Après de presque 20 ans en exil au Burundi et à Djibouti, Mukasonga vit avec sa famille en France à partir de 1992, où elle habite et travaille aussi actuellement. Donc, le récit autobiographique Inyensi Welekafar, publié en 2006, est le point de départ d'un projet d'écriture inaccompli de l'auteur. L'ensemble de son œuvre consiste jusqu'au présent en 3 récits autobiographiques, 2 romans et 2 recueils de nouvelles, tous publiés chez Gallimard. Avec un de ses frères, Mukasonga est la seule survivante de la discrimination violente des Tutsis du Rwanda indépendant et le génocide des Tutsis en 1994. Le témoignage et la mémoire des siens comme intention d'écriture marquent essentiellement la première œuvre. Les recueils. Et je cite, « C'est comme si nous n'avions jamais existé. Et cependant, ma famille a vécu là, dans l'humiliation, la peur de chaque jour, dans l'attente de ce qui allait survenir et que nous ne savions pas nommer, le génocide. Et je suis là seule à en détenir la mémoire. C'est pour cela que j'ai écrit ces lignes. » Cela est élargi en quelque sens par le récit de filiation où la femme en pieds nus, parce qu'il s'agit d'un tombeau de papier pour sa mère. Mukasonga écrit dans le prologue « Maman, je n'étais pas là pour recouvrir ton corps, et je n'ai plus que des mots d'une langue que tu ne comprenais pas, pour accomplir ce que tu avais demandé. Et je suis seule avec mes pauvres mots et mes phrases sur la page du cahier, tisse et retisse le linceul de ton corps absent. » Mukasonga explique que ses 2 premières œuvres se basent sur des notes qu'elle a prises dès le déclenchement du génocide. Son premier voyage de retour au Rwanda a lieu seulement en 2004, ce qui est l'impulsion pour sa première publication. Il est donc clair que son témoignage Inyensi ne se réalise pas dans un état, disons, brut, mais il est le résultat d'être retravaillé avec une distance temporelle de 10 ans.
Dans la suite de ma contribution, je vais présenter une analyse de la structure épisodique dans les œuvres de Mukasanga. Pour ce cas, je ne comprends pas l'épisode comme une simple insertion, une parenthèse qui n'a pas de fonction pour faire avancer l'action de la narration et qui, à la limite, peut être supprimée, mais comme une forme d'extrait qui renvoie à tout moment à une entité plus grande. L'autonomie d'un épisode est donc toujours relative à cause de cette appartenance à une narration d'encadrement. Le lien entre les épisodes s'exprime à travers des thèmes ou personnages en commun, mais le cadre médiatique a autant d'importance. On peut donc faire une différence entre les deux recueils de nouvelles de Mukasanga et les œuvres dont j'ai parlé plus haut, où ce sont plutôt les chapitres qui représentent les unités. Un recueil et un cadre, disons, plus desserrés. De plus, les recueils introduisent une autre désignation générique, celle de la nouvelle. La nouvelle se concentre généralement sur un seul événement, la fameuse unerhörte Begebenheit de Goethe, donc un incident inouï qui survient dans un quotidien plus ou moins uniforme des personnages. Tout de même, la nouvelle s'intéresse pour les faits apparemment secondaires pour en déduire un cas d'exemple. Dans la structure tripartite de début, milieu et fin, c'est le dénouement qui est mis en avant. Et cela vaut jusqu'à un certain point également pour l'épisode, mais là encore, il s'agit plutôt d'une fermeture relative. Cela s'explique aisément à cause de la sérialité des épisodes qui visent notamment la continuation. Et je reprendrai cela dans l'analyse plus tard. À mon avis, l'épisode dans l'œuvre de Mukasanga comme principe mimétique fait effet sur deux niveaux. D'un côté, on peut y repérer la problématique du statut indicible, irreprésentable du génocide provenant de la supposition de l'impossibilité de saisir un tel événement, ainsi que de l'absence de scolastique Mukasanga lors du génocide même. De l'autre côté, il me semble que Mukasanga a choisi, de façon active ou pas, plusieurs souvenirs de sa vie qui sont présentés sous forme d'épisodes et qui sont repris, réécrits et transposés selon les modes différents de son écriture. Le récit autobiographique de Mukasanga, Inyensi ou les cafards, se structure chronologiquement, commençant par la naissance et l'enfance de l'auteur jusqu'au moment de sa fuite forcée du pays en 1973. La longue phase de l'exil est plus ou moins sautée, surtout le temps en France, et le récit reprend en 1994 lors du génocide et se close avec le rapport du voyage de Mukasanga en Rwanda en 2004. Chaque chapitre comprend une période de quelques années et les titres des chapitres présentent des mots-clés ou récapitulatifs. Par exemple, fin des années 50, une enfance suite troublée, Gitakata, les chants, l'école et la paroisse. 1968, l'examen national, un succès inespéré. 1973, chasser de l'école, chasser du Rwanda, ou finalement 2004, sur la piste du pays des morts. Cela est d'autant plus valable pour la seconde œuvre du Mukasanga, La femme aux pieds nus, car il s'agit d'un prisme de différentes thématiques concernant la vie de sa mère et en conséquence de sa propre vie, comme par exemple la maison de Stéphania, donc Stéphania c'est sa mère, Beauté et mariage, Le pays des contes ou aussi des histoires des femmes. Dans ce sens, l'épisode aurait comme fonction de permettre la représentation des expériences de Mukasanga. Au lieu de vouloir saisir l'événement du génocide et donc l'histoire dans toute son étendue, il s'agit d'une élection d'un extrait de cette réalité historique qui se caractérise notamment par sa représentativité. L'épisodique oscille toujours entre une position indépendante et la relation à l'ensemble. La tension entre totalité et fragment est à tout moment dans l'enjeu. Évoqué plus haut, j'ai souligné l'importance du dénouement des épisodes. On peut observer que la relativité de la clôture d'un épisode est renforcée chez Mukasanga, ce qui souligne, à mon avis, l'impossibilité de terminer là où une histoire. D'un côté, Mukasanga raconte des souvenirs positifs quand elle évoque les contes de sa mère, et là, elle exprime son plus cher désir. À la veillée, à l'heure des contes, ma mère renouait le fil inlassable de ses histoires. Et j'étais seule à l'écouter et à m'endormir bercée par l'interminable mélopée maternelle. Et dans mon demi-sommeil, engourdi par la chaleur du foyer, je disais à maman, encore, encore. La nécessité de la continuation de raconter est liée à la volonté de maintenir la mémoire et surtout d'éprouver encore le sentiment d'être en sécurité près de sa mère.
Bien sûr, la narratrice Mukasonga et le lectorat aussi savent bien que cela est impossible, mais on note bien ce ton fortement nostalgique qu'elle a. De l'autre côté, la fin de plusieurs autres chapitres d'Inyensi relie l'épisode raconté auparavant à la discrimination violente et le génocide. Donc là, j'ai plusieurs fins, mais le voyage devenait de plus en plus pénible. Il n'en finissait pas, nous étions serrés, nous nous débattions pour ne pas suffoquer. La nuit était tombée, personne ne savait où nous allions. Dans le regard de ma mère, je lisais le désespoir. Et puis, la mort dans l'âme, chaque famille reçut une machette pour défricher, une houe pour cultiver, et quelques sémences, et se vit assigné à l'un de ces villages qui, nous assurait-on, nous attendait dans la brousse. Celui qui nous fut attribué s'appelait Guitfé. Donc là, la machette comme symbole, métonymie du génocide, qui s'est transformée en arme principale, mais qui est là encore, disons, plutôt inutile pour cultiver la terre, donc sans cette mention. Puis les militaires étaient peut-être là pour empêcher une fuite massive ou pour repousser d'hypothétiques incursions. Ils seraient surtout là pour imposer à tous les réfugiés la terreur du quotidien. Et plus tard encore, ils nous tiraient de force au bord de la Niabarongo et ils nous obligeaient à nous pencher sur l'eau chargée de boue, comme rougie de sang. « Regardez bien, criait-il, c'est là que vous finirez tous les cafards, les Inyensi, c'est là qu'on vous jettera. » Et là, dans la rétrospective, ça aussi, c'est une référence historique. Alors, les morts ont été vraiment jetés dans ce fleuve. Et de plus, cela fait référence à un discours d'un militaire qui a dit ça pour la propagande contre les Tutsis. Et finalement, en 1994, on s'est acharné sur la vieille dame. Je ne dirais pas comment on l'a humiliée, violée, suppliciée. Je ne veux que me souvenir de celle qui nous donnait du lait, Gikanda, la reine au beau visage. Ces anticipations permanentes soulignent que le génocide a été planifié et n'était pas une explosion de violence spontanée. De plus, cela montre que le génocide est présent par Mukasonga comme la référence de toute sa vie après 1994, mais aussi avant cette date. Ainsi, elle intitule le chapitre d'Inyensi 1994 « L'horreur attendue ». Il s'agit d'un point de fuite auquel tous les fils de sa vie mènent. Même si Mukasonga ne peut pas donner un témoignage direct du génocide à cause de son absence, elle en est touchée dans toute son existence. Même si on peut dire que Mukasonga a pu faire son deuil jusqu'à un certain point, et son écriture en a contribué, selon elle, la perte reste incommensurable et il est impossible à en raconter tout ou parvenir à la fin d'un témoignage. Cela fait référence au deuxième niveau de l'épisodique dans l'œuvre de Mukasonga, ce que je vois dans des bribes de mémoire qui sont présentes de façon réitérative. Je donnerai deux exemples. Mukasonga raconte dans Inyensi que le sentiment de peur, d'être menacé par des militaires, voire d'être assassiné, est à tout moment présent. Par cela, surtout le chemin de l'école devient un lieu dangereux et le fait d'être chassé par ses camarades Hutus de l'école en est le paroxysme. Dans Inyensi, elle présente ces souvenirs-là sous forme de cauchemars dans le prologue, mais les insère également dans la chronologie des chapitres. Dans la seconde œuvre, La femme aux pieds nus, elle évoque cette scène, mais de façon plus distancée. Je ne veux pas revoir l'image de mes camarades Hutus, des garçons du groupe scolaire, lancés à ma poursuite pour me tuer, moi et mes camarades Tutsis. Cependant, dans le recueil de nouvelles Ligifu, la nouvelle intitulée La peur, racontée par une narratrice anonyme, reprend le fil narrateur de cette ombre des Tutsis déplacés. C'est encore le chemin entre village et école qui est présenté comme passage dangereux d'une frontière. La peur ne fait pas seulement partie des cauchemars, mais de la vie quotidienne, ce qui est qualifié comme, je cite, une vie en sursis par la narratrice. Finalement, dans la nouvelle Le Deuil, racontée à la troisième personne du singulier, mais à travers une focalisation interne sur la protagoniste, celle-ci ne parvient pas à se libérer de son angoisse de la mort, même si elle habite déjà loin du Rwanda en France.
Le deuxième exemple se réfère à l'aliénation intérieure et extérieure de Mukasonga de sa famille provoquée par sa formation scolaire. Après la réussite de l'examen national, Mukasonga a été admise au lycée à la capitale rwandaise, Kigali, ce qui signifie de changements profonds. Elle ne rentre chez soi que pendant les vacances, elle apprend une langue que ses parents ne comprennent pas. Elle a peut-être la chance de mener une autre vie que celle des parents, donc expulsés, des paysans, ayant un statut extrêmement précaire. D'un côté, les parents de Mukasonga y voient une possibilité de survivre, mais de l'autre, cela la rend étrangère par rapport à sa famille. Ainsi, Mukasonga devient l'évoluée, l'étudiante qui entre dans un autre monde. Et ce statut particulier est repris plusieurs fois. Dans son seconde œuvre, La femme aux pieds nus, Mukasonga raconte que son frère aîné, lui aussi, un évolué de la famille, Antoine, il a reçu des meubles pour lui permettre d'accomplir ses tâches pour réussir à l'école. Et il ne doit plus faire des travaux au champ, mais apprendre. Et Priska, la protagoniste du roman Kurt Hambourg, vit également une telle transformation. Mon entrée à l'école changea de tout au tout le rang hiérarchique inférieur que j'occupais jusqu'à là dans la famille. Celle que son père, à la naissance de la deuxième fille, avait nommée par dépit Nyiransonga encore, devint bientôt Priska l'étudiante. Pour ma mère, je n'étais plus cette fille à la paresse incompréhensible. Pour ma grande sœur, je n'étais plus ce petit monstre de mauvaise volonté. À présent, j'étais la bonne élève. Et puis, la mère de Virginia, une autre fille Tutsi, dans le roman Notre-Dame du Nil, exprime également l'espoir de survivre en croyant que Virginia était étudiante. Et quand on est étudiante, pensa-t-elle, donc la mère, c'est comme si on n'était plus ni Hutu ni Tutsi, comme si on accédait à une autre ethnie, celle que les Belges appelaient naguère les évolués. Donc ces extraits montrent, à mon avis, qu'on peut identifier des noyaux mémoriaux qui sont en quelque sorte recyclés dans différents contextes narratifs. Cela expliquerait entre autres l'opposition entre la diversité générique des œuvres de Mukasonga et des motifs thématiques récidivants. C'est-à-dire, même si le changement de genre peut transformer un épisode, les textes tournent autour de la même essence. Cette circularité de la narration est qualifiée par Jorge Semprún comme un ressassement en tant que caractéristique de son écriture sur la déportation et les camps de concentration lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Semprún explique dans l'écriture La vie, on peut tout dire de cette expérience, il suffit d'y penser et de s'y mettre, d'avoir le temps, sans doute, et le courage d'un récit illimité, probablement interminable, illuminé, clôture aussi, bien entendu, par cette possibilité de se poursuivre à l'infini. Quitte à tomber dans la répétition et le ressassement, quitte à ne pas s'en sortir, prolonger la mort, le cas échéant, à le faire revivre sans cesse dans les plis et les replis du récit, à n'être plus que le langage de cette mort, à vivre à ses dépens mortellement. Même si je ne veux pas parler d'une écriture traumatisée pour le cas de Mukasonga, on peut tout de même se poser des expériences traumatisantes de sa part. On peut donc observer dans l'œuvre de Mukasonga une grande volonté et intention à l'ordre, soit chronologique, soit générique à cause des formes d'écriture conventionnelles et encadrées, mais il y a des moments d'intrusion. On pourrait même dire que cette inclination à une écriture conventionnelle, en termes de genre et de style, représente une stratégie de saisir et ainsi de surmonter ces expériences difficiles. C'est encore Semprún qui exprime le besoin d'une œuvre d'art pour transmettre ce vécu. Cela me semble aussi pertinent pour les œuvres de Scholastic Mukasonga, car celles-ci sont le résultat d'une esthétisation. Mukasonga elle-même exprime cela lors d'un entretien autour de la publication de son premier roman Notre-Dame du Nil en 2012. Et avec cela, je veux terminer ma contribution. Elle a dit « Le roman permet de donner une dimension plus importante que l'autobiographie et que la distance de la fiction vous permet en effet de vous autoriser à aller plus loin. » Donc la dimension plus importante dont elle parle peut être comprise en tant que possibilité d'une représentation accomplie de l'histoire pour en tirer des conclusions, bien sûr plus ou moins objectives,
Et dans son sens, l'écriture de Mukasonga est anticoloniale et son contre-discours vise surtout la correction du narratif anti-Tutsi. La fiction permet une prise de distance à travers laquelle son écriture a une fonction thérapeutique pour elle, mais en même temps, le recyclage de quelques souvenirs maintient, disons, le fil. Il s'agit plutôt d'un mouvement circulaire. Donc, le cadre d'une écriture romanesque plutôt conventionnelle, sous forme du genre par exemple, lui aide à représenter, à surmonter et à transmettre ses expériences. Merci pour votre attention. Alors merci pour ces deux contributions donc, qui réfléchissent sur l'écriture de l'histoire dans le romanesque, enfin, l'utilisation du romanesque pour écrire l'histoire, qui peut peut-être paraître un peu parfois contradictoire, surtout quand il s'agit d'une pesanteur, enfin, d'un réel terrible, avec une certaine pesanteur. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez en avant tous les deux ce travail, alors de manière différente, mais de la voix, et de la voix qui constitue une mémoire. Et je me demandais si justement ça pouvait pas être alors, une manière d'articuler justement cette question du romanesque et peut-être cette pesanteur de l'histoire qui pourrait être contradictoire. Alors moi, je pense pour le cas du Mukasonga, c'est aussi important de voir qu'elle se présente et se construit en tant que pour prolonger la voix de sa mère. Donc là, on a vraiment cette partie du ce qu'on avait dit romanesque. Donc ce sont les contes qui sont très importants. Et là, elle veut prolonger vraiment ça. C'est la volonté. Pour faire connaître, disons, la culture du Rwanda, mais bien sûr, c'est une culture qu'elle imagine elle-même. Donc, elle dit aussi, je me souviens des contes de ma mère, même si j'étais déjà endormie. Donc, on voit très bien que la partie d'imagination, c'est important aussi. Mais je crois que ça, c'est quelque chose de très important pour son auto-présentation comme auteur. Alors oui, je pense effectivement que la question de la voix est importante, même si, ce que je vais dire là, comme tout ce que j'ai dit dans la communication, c'est encore, faut vraiment que je l'établisse plus fermement, ça reste des hypothèses de travail. Il me semble que, et notamment par rapport aux périodes, ce que j'ai défini comme période précédente un peu schématiquement, on a véritablement, depuis les années 90, mais même je pense vraiment depuis les années 2010, dans ce rapport à l'histoire, la construction aussi de personnages qui passent par une espèce d'épaisseur affective et qui passent par soit le point de vue, soit effectivement la voix qui viennent construire, cette épaisseur-là. Enfin, on pouvait avoir un jeu sur les voix avant, mais il me semble que là, ça va dans le sens de la construction vraiment de personnages avec une forte dimension affective. On va peut-être donner la parole, oui, la parole à la salle. Merci. Oui, bon, merci pour vos interventions. Je suis un petit peu troublé quand même par la présentation qui est faite des textes de Mukasonga. J'ai du mal à rabattre la notion de romanesque sur l'écriture du génocide. Je ne vois pas bien comment on peut considérer que l'évocation autobiographique du génocide puisse relever du romanesque. Alors j'entends bien qu'il y a aussi une radicalisation dichotomique des protagonistes, des passages à l'excès, enfin toutes choses qui pourraient certainement être rapportées à la définition de Schaeffer. Néanmoins, il me semble que cette notion de romanesque ici porte à faux. Et quand ensuite il y a le retravail de ce matériau du génocide sous forme de fiction, c'est-à-dire avec cette espèce de distance qui crée des personnages dans la suite de l'œuvre,
Est-ce que pour autant, on peut considérer que ces fictions sont romanesques? Moi, ça me pose un véritable problème. J'ai une très très forte résistance et j'aimerais bien savoir comment vous articulez cette notion de romanesque avec un tel matériau. Oui, merci pour la question. C'est vrai, il y a une grande discussion sur l'écriture de fiction par rapport au génocide, et il y a des romans qui ont été faits à partir de ce projet Rwanda, écrire par devoir de mémoire. Par exemple, Boubacar Boris Diop a écrit un roman, et il a volontairement décidé d'écrire un roman là-dessus. Il s'est exprimé aussi sur la difficulté. Là, dans ces œuvres-là, on a l'impression que c'est le mouvement de voyage qui est important pour le personnage principal, pour aussi donner la possibilité au lecteur, principalement européen, d'entrer par cette voie dans cette histoire. Mais je dirais pour Mukasonga que cette distance qu'elle met en avant dans cette citation, il me semble que c'est plutôt une distance fausse, je dirais, parce que dans les personnages qu'elle mentionne, qu'elle dessine aussi, c'est à tout moment, c'est sa expérience à elle. Donc on pourrait même dire que ce sont des personnages délégués de son expérience, et elle se commente aussi à elle-même dans différentes œuvres. Donc elle dit, voilà, le personnage de Virginia, par exemple, dans Notre-Dame du Nil, tout comme moi, elle a vécu ça. Il y a quelques commentaires comme ça, donc je dirais que, en quelque sorte, cette distance est un peu, disons, fausse pour son cas, mais ouais, quand même, elle dit ça, et après les deux premières œuvres, elle a changé assez activement de registre, même si je dirais il y a une forme moment d'autofiction là-dedans. Mais donc, si je vous entends bien, vous prenez romanesque comme l'adjectif tiré du substantif roman, c'est-à-dire que vous parlez d'une fiction. Mais est-ce que cette fiction, pour autant, acquiert les traits de ce qu'on appelle le romanesque, c'est-à-dire, je parle ici du substantif, de cette catégorie de l'imaginaire particulier. Pour ce que je connais de Mukasonga, mais je n'ai pas tout lu, il me semble qu'on peut difficilement arguer d'une présence du romanesque dans une telle œuvre. Ouais, vous avez tout à fait raison. J'ai plutôt compris cela au niveau, disons, des formes, une forme assez conventionnelle, et aussi un style d'écriture assez conventionnel, disons plutôt un lien avec les romans des années 50, 1950. Merci beaucoup pour ces communications. J'aimerais poser une question à Florian Alix, parce que je me suis posé la question en regardant donc ces différentes catégories, s'il ne fallait pas prendre en compte le fait que surtout les premiers textes de la littérature francophone subsaharienne avaient quand même été publiés ou nous parviennent dans des conditions assez particulières. Parce qu'on sait, pour le texte Kourouma, on sait pour élargir le corpus aussi pour Sonila Boutanzi, La vie et demie, que ce sont des textes dont on a enlevé certaines parties à la demande des éditeurs, des parties dont qu'on a demandé aux auteurs de changer le style, de retravailler le style, parce que ça ne correspondrait pas à l'attente d'un lectorat que les maisons d'édition visaient. Donc que cela a beaucoup influencé la manière ou la forme dans laquelle les textes nous sont parvenus, ce qui influence aussi bien le contenu que le style. Et peut-être donc qu'il faudrait aussi voir comment les textes nous seraient parvenus s'ils n'avaient pas été repris par les maisons d'édition, pour un peu reprendre les catégories que vous avez proposées. Et pour élargir le corpus, peut-être pour justement le romanesque critique des années 60-2010,
Je pense qu'il pourrait éventuellement être intéressant d'y inclure Inkoli Jambofan, les mathématiques congolaises et ces autres textes justement, parce que ce sont des textes qui comportent des éléments assez intéressants et assez différents, surtout des textes d'Alain Mabankou, il me semble. Alors oui, pour effectivement le corpus serait à élargir et surtout, le corpus tel que je l'ai constitué ici me semble présenter une vraie erreur scientifique, c'est qu'il y a une seule autrice. Et pour les années 2010, si j'étais dans la salle, j'interviendrais pour dire que c'est proprement scandaleux. Mais effectivement, oui, il y a aussi plein d'autres auteurs qui travaillent cette question de l'histoire sur ce mode-là. Pour ce qui est de la question de ce retravail qui concerne finalement plutôt ce que les auteurs que vous citez concernent plutôt ce que j'ai appelé le soupçon postcolonial, et les vicissitudes autour de l'édition existent aussi pour Wologwem sous d'autres versants, plutôt pour l'après. Il me semble que bien sûr, ça pose toujours question. Moi, je sais que j'avais un peu suivi et lu quelques articles et propos sur les textes de Kuruma. Moi, je trouve que des fois, les chercheurs ont un peu l'idée que c'est forcément une défiguration. Moi, je me souviens que les passages de Kuruma que j'ai pu voir des Soleils d'indépendance qui ont été retirés, moi, je trouve que c'était pas forcément une mauvaise idée de les retirer, quoi. Des fois, c'est un travail d'éditeur, même alors qu'il se pose là, mais je pense qu'il se poserait pour n'importe quel romancier débutant, de dire oui, c'est pas forcément. Alors, par contre, ce qui est intéressant sur le parcours des Soleils des Indépendances, c'est que ça paraît pas en France en 1968. C'est en 1970 que ça paraît en France. Ça paraît à Montréal, parce qu'à Montréal, ce soupçon-là, qui porte justement sur le travail de la langue française, est possible. Alors qu'effectivement, et là je ferai un pont avec Wologwem, j'ai cité une communication de Céline Gangou qui a travaillé sur les lecteurs au seuil du devoir de violence, et où en gros, constamment, c'est ce qui apparaît comme écart stylistique est jamais perçu comme un écart stylistique volontaire, mais comme une faute. C'est-à-dire, non mais il écrit mal parce que il est africain, donc il essaye de maîtriser la langue, mais c'est pas ça. Et effectivement, ça par contre, ça pose problème dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois parce qu'il y a trop d'écart, et au début, c'est pour ça que Kuruma est refusé, c'est pour ça que Wologwem est refusé. Et après, pour d'autres écrivains plus contemporains, cette ère du soupçon dans cette oralité-là va créer un espèce de canon ou d'attente qui va être reproché à d'autres écrivains qui vont dire oui, non, mais c'est pas assez africain, c'est pas assez tropicalisé votre écriture, il faudrait que ce soit un peu plus retravaillé. Donc effectivement, il y a toujours un décalage en fait, et un corpus de texte qui vient créer une attente. Mais après, est-ce que c'est si différent de ce qui se passerait dans l'édition sur d'autres genres, sur d'autres types de corpus? Est-ce que le néopolar s'est implanté facilement? Est-ce qu'il n'a pas créé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui arriverait avec un roman à énigme bien traditionnel se ferait débouter parce que c'est pas ce qu'on attend, quoi. Donc, je ne suis pas tout à fait sûre. Enfin, je connais moins la question pour le cas de Kuruma, mais je sais que pour les auteurs maghrébins, francophones dans les années 50, dans les années 60 aussi, tout ce qui a été discussion avec les maisons d'édition, c'était surtout des discussions pour leur demander de dépolitiser le texte, de vraiment de travailler le style, surtout pour Kateb Yassine, qui a discuté pendant 7 ans avant la publication de son premier roman avec les éditions du Seuil pour ne pas se voir obligé de reprendre le style, un style qui lui est quand même assez particulier. Donc je pense que ça va, dans ces cas-là, que je connais beaucoup mieux, dans des directions qui sont quand même assez systématiques. Donc c'est pas uniquement une question de quelqu'un est premier auteur, donc on lui donne de gentils conseils, mais ce sont des conseils qui sont trop similaires, qui ont trop en commun pour qu'on puisse les prendre pour ce genre de conseils-là.
Oui, dans le cas de Comme je disais, je connais moins la question pour les auteurs subsahariens. Alors dans le cas de c'est Khattab peut-être Yassine, je différent. pense qu'il y a aussi, d'ailleurs vous le dites, c'est reprendre le style. Nejma, Nejma, ça anticipe le nouveau roman, donc il y a aussi ça qui passe pas. C'est à la fois politique et esthétique, les deux sont fondus. C'est-à-dire c'est trop politique, et puis c'est l'Algérie, donc c'est très problématique. Et en plus, c'est un roman qui commence seulement à exister chez des auteurs français hexagonaux. Donc je pense que les deux sont vraiment liés, effectivement. Par contre, il y a des réticences qui fait que voilà, c'est un changement de paradigme malgré tout par rapport à ce qui se faisait avant et qu'à tout niveau, ça pose problème. Merci. Merci pour vos deux communications qui me posent un problème, en fait, que je vous soumets tel quel. J'ai des doutes et des soupçons sur la notion même de romanesque critique et sur la capacité du romanesque à se faire véritablement critique. Quand Scholastica Mukasonga écrit que la fiction permet d'aller plus loin que l'autobiographie, que le roman permet d'aller plus loin, quand tu expliquais, Florian, que dans certains des romans que tu étudiais sous justement le signe de ce romanesque critique, les affects sont polarisés moins sur la situation que sur le personnage fictionnel tel qu'il est créé. Est-ce qu'il n'y a pas un point où le romanesque se fait presque au détriment de l'histoire qu'il est censé porter, interroger, peut-être refonder? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il la phagocyte au point de la faire disparaître dans l'ordre un peu symbolique de cette polarisation des affects, de cette opposition des types, de la douleur, de la perte qui se mue en folie vengeresse, par exemple, de ce retour à des formes stéréotypées qu'on retrouve dans des mythes ou dans des oppositions qui sont très fortes et attestées dans plusieurs formes. Est-ce que si on pousse un peu trop loin le curseur, en fait, romanesque et critique sont même compatibles? Alors pour la première partie de la question, il me semble qu'en réalité le romanesque sert chez ces romanciers et dans ces romans à faire passer du paradigme de l'histoire au paradigme de la mémoire, en passant par une dimension qui est celui de l'expérience. Et ces grands archétypes que tu cites et qui peuvent être présents permettent ce passage-là, c'est-à-dire d'une certaine manière pour le lecteur, c'est passer par des archétypes imaginaires qui relèvent du domaine du connu, et en même temps, justement, en les focalisant sur des individus, des subjectivités singulières, auxquelles le lecteur peut s'identifier, et peut s'identifier justement parce que ça passe par ces archétypes imaginaires connus. Après, pour la dimension critique, je la mettais plus en avant dans la mesure où c'est un romanesque qui... Enfin, ça rejoint pour moi, c'était un peu une espèce de synthèse entre la fiction critique et le goût du romanesque. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le goût du romanesque permet de mettre en question la notion de représentation, d'une certaine manière. Mais effectivement, il y aurait une autre chose à ajouter, c'est-à-dire pour le lecteur qui souhaiterait le faire. L'autre lecteur pourrait très bien lire le roman simplement comme une espèce d'actualisation d'une expérience passée, comme une trace de mémoire malgré tout, puisque par exemple les romans sur les tirailleurs, ça vient à la suite de tout un débat dans les années 2000 sur la place dans la mémoire collective de cette figure-là. Ça vient aussi dans toute une tradition littéraire en Afrique subsaharienne où dès les premiers textes, on a la figure du tirailleur qui est très présente, qui est même parmi les premiers romanciers, on va dire francophones, il y a des figures de tirailleurs. Mais disons que cette notion critique, effectivement, elle est là ou pas, elle est aussi dans cette espèce d'excès de pistes. Peut y avoir une dimension juste historique, peut y avoir cette dimension mémorielle, je dirais que c'est une possibilité qui est offerte, plus qu'effectivement, tu as raison, à partir de ta question, que le lecteur peut, au niveau de la réception, dont il peut se saisir ou pas. Et effectivement, ça ferait sans doute une différence avec ce qui serait ce que j'ai appelé le soupçon postcolonial, où là, le lecteur ne peut pas ne pas se saisir de cette mise en cause des représentations parce qu'elle est là. Elle est beaucoup plus sous-jacente chez ces écrivains et dans ces textes.
et de fait, elle est actualisée ou non selon la lecture. Oui, peut-être on peut ajouter pour Mukasanga que aller plus loin, j'ai l'impression pour le cas de Notre-Dame-du-Nil par exemple, c'est une dimension didactique qui est derrière pour expliquer les faits, comment elle veut les présenter, tout dans cette attitude de corrigir ce narrative anti-Tutsi. On va laisser la place juste pour une dernière question. Une petite remarque sur la discussion entre Dominique Viard et William Pfeiffer. Je pense que vous avez vous-même cité Semprin. Il y a en Allemagne un débat assez intense sur les possibilités ou la légitimité aussi d'une fictionnalisation de l'Holocauste. Il y a à Gießen un centre de recherche sur la littérature de l'Holocauste où elle a été menée, par exemple. Je pense que vous pourriez vous y référer. Et cette discussion, si je la comprends bien, mettrait en doute un peu cette affirmation de Mukasanga que vous citez, que la distance de la fiction vous permet en effet de vous autoriser à aller plus loin. Donc il y a là un problème qui n'est pas clair tout au moins. Puisque est-ce que si on regarde le génocide, c'est un peu le même problème que l'Holocauste, est-ce qu'on peut fictionnaliser un tel événement? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Enfin, juste fictionnaliser, c'est la discussion. J'arrive. Et rendre romanesque, c'est une autre discussion. Non, mais c'est tout. C'est pas la même chose. C'est le problème du film de Benigni. Parce que là, c'est fictionnaliser et rendre romanesque. Ah oui, non, je ne sais pas pourquoi il faut le micro. Non, c'est le problème du film de Benigni, ça, je trouve. C'est parce que ça fictionnalise en rendant romanesque. Alors là, il y a une sorte de double opération. C'est pas tellement la question de la fictionnalisation, je pense qu'il fait problème, c'est la question du rendre romanesque. C'est-à-dire, c'est quand même totalement absurde de vouloir faire croire que ça puisse être vu par réinventer pour un enfant le camp, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouve que l'opération est esthétiquement et moralement douteuse. Même chose, La fictionnalisation. même chose pour les bienveillantes d'ailleurs. Les bienveillantes, c'est aussi une construction romanesque pour le coup. C'est pas seulement une fictionnalisation. Et c'est ce qui rend ce livre éminemment suspect. Bien, sinon, nous allons terminer ce panel et aller ensemble au Crous. Cette fois, nous ne sommes pas dans la salle en bas, nous sommes dans la salle en haut. Nous allons essayer de ne pas voler la vedette aux comparatistes cette fois. Et nous reprenons tout à l'heure à 14h.